Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica Télévision, le sommaire avec Iban Bichitoir. Bonsoir. C'est aujourd'hui que les corps de certaines victimes des inondations ont été portés en terre, des inhumations assurées par le gouvernement, vous le savez. La Commission électorale nationale indépendante vient de réceptionner ce mardi les premières machines à voter. Elles serviront à la sensibilisation de la population, dit-on là-bas, du côté de la centrale électorale. Jean-Pierre Bemba de nouveau devant les juges de la CPI. Ils entendent de nouveau les points de vue des parties prenantes au procès. Dans ce journal, les explications du chargé de sensibilisation de la CPI en République démocratique du Congo et la réaction du MLC. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. D'abord, cette nouvelle, les FARDC ont repoussé ce mardi une attaque menée par un groupe de Maïmaï dans la commune rurale de Lubero, chef-lieu du territoire du même nom. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont osé prendre d'assaut le périmètre où se trouvent les bureaux administratifs et le camp de l'état-major du sous-secteur des FARDC du territoire de Lubero. Mais la situation est sous contrôle maintenant, le calme est revenu dans cette partie du pays, selon l'administrateur du territoire voisin de Béni. Je vous le disais en ouverture, les corps de 9 enfants qui ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi, suite à la pluie qui s'était abattue sur la ville de Kinshasa, ont été inhumés ce mardi. Bien avant, leurs dépouilles mortelles avaient été exposées dans l'enceinte de la maison communale de Kintambo pour un dernier recueillement. Rachel Kitita, Doudou Kasuba. 9 enfants arrachés brutalement à la vie, 5 d'une même mère et 4 orphelins hébergés dans l'orphelinat Le Cri d'une mère à Gébé dans la commune de Ngaliema. Famille, amis et connaissances, plusieurs anonymes ainsi que 6 membres du gouvernement, des députés nationaux sont venus rendre un dernier hommage à ces enfants disparus la nuit du 3 au 4 janvier 2018. Émotion et tristesse pouvaient se lire sur les visages des uns et des autres. La commission ad hoc qui a été mise sur pied par le gouvernement travaille sur les réparations de ce qui peut être réparé urgemment, ainsi que sur la prévention des prochaines catastrophes, des prochaines pluies. Et nous voulons lancer un message à la population qu'une commission d'alerte sera mise sur pied, parce que nous ne pouvons pas prévenir les catastrophes naturelles, mais nous pouvons prévenir les prochains morts. Je crois que de ce point de vue, on va prendre des mesures pour nous assurer que le gouvernement prenne les dispositions maintenant, puisque nous sommes encore en pleine saison de pluie, pour que ces dégâts ne se répètent plus. Les obsèques ont été prises en charge par le gouvernement. Après les hommages difficiles, mais il faut l'accepter, les 9 enfants ont été conduits dans leur dernière demeure dans le cimetière de Kintambo. Oui, hier, lundi, le gouvernement est allé à la rescousse des sinistrés des inondations. La délégation conduite par le Premier ministre Bruno Tshibala a fait la ronde des quartiers touchés en vue de compatir au malheur qui a frappé les populations des quartiers concernés, de la commune Ngaliema à celle de Limete, en passant par Bandalungwa, Mongafula, Selebao et Lemba. Le Premier ministre a palpé du doigt, comme on dit, les réalités auxquelles sont confrontés les habitants de ces entités. De par la texture de son sol sablonneux, la ville de Kinshasa est exposée aux désastres résultant de la difficulté à canaliser les eaux du fait de son développement incontrôlé, ce qui explique qu'à intervalles réguliers, des dizaines de familles sont déplacées. Vous allez le voir, les responsabilités sont partagées.
1993, des pluies diluviennes s'abattent sur la ville de Kinshasa, pas encore entièrement sortie du traumatisme des pillages répétés et des incertitudes de la Conférence nationale souveraine. Des torrents d'eau en furie gonflent la rivière Makelele, séparant les communes de Bandalungwa et de Kintambo. Des dizaines d'habitations en durée de fortune sont emportées. Le camp Luka est inondé. On ne connaîtra jamais le prix du désastre en vies humaines. Les survivants seront réinstallés par le gouvernement de Faustin Birindois sur un nouveau lotissement appelé Mpassa 1, au-delà de l'aéroport d'Engili. C'est le début du peuplement de la partie est de la ville, sur les terres des chefs Teke, avec son extension actuelle de Bibois vers Kinkole. Au début des années 2000, des familles expulsées de la concession de l'Onatra à Libété squattent les installations de l'Office des routes et les marécages du Grand Monde à Kingabois. Évacuées en pleine nuit, elles seront conduites au site qui sera nommé la Cité de l'Espoir. Mais dans l'un et l'autre cas, ces familles vendent leur lopin de terre de 400 mètres carrés, reçus gracieusement de l'État, et reviennent sur leur ancien lieu d'habitation, faisant un fonds de commerce de leur malheur. Aujourd'hui encore, les propriétaires de ces habitats précaires ne sont pas en mesure de justifier par des documents inattaquables leur qualité de propriétaire. Les titres qu'ils détiennent étant le plus souvent le fruit d'une arnaque à grande échelle des agents du cadastre véreux. Sans considérer le caractère humanitaire, on serait tenté d'affirmer que les pouvoirs publics ne sont pas tenus d'encourager des pratiques d'une corruption au grand jour. Et le Premier ministre a raison de menacer de poursuites judiciaires les auteurs des abus, sans lesquels la ville de Kinshasa ne connaîtrait pas une congestion sans pareil et un développement des plus anarchiques. Santé, Médecins sans frontières, en collaboration avec le ministère de la Santé, vient d'ériger un centre de traitement du choléra au camp Luka, quartier considéré comme épicentre de cette épidémie. Nous le disions encore hier, ce centre contient 20 lits pour la prise en charge des malades urgemment admis, mais avec les pluies qui se sont abattues et qui vont continuer à s'abattre, Jean Liongolo, coordonnateur du pôle d'urgence Congo-MSF, craint une aggravation de l'épidémie du choléra. Interview à suivre avec Tcholeni dans nos prochaines éditions d'information. Les premières machines à voter sont arrivées à Kinshasa. C'est le président de la commission électorale nationale indépendante qui a ramené 8 exemplaires prévus, semble-t-il, pour la campagne de sensibilisation. Les détails avec Rachel Kichita. Annoncé le 30 décembre dernier par le président de la CENI lors d'un échange citoyen avec les patrons des presses sur l'évolution du processus électoral, le premier lot de 8 kits de la machine à voter prévu pour la sensibilisation, l'éducation civique et électorale de la population congolaise vient d'être réceptionné par la CENI ce mardi 9 janvier 2018 à l'aéroport international de Njili par le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Jean-Pierre Kalamba, qui conduisait une forte délégation des experts de la CENI venus de la Corée du Sud. Le premier lot de machines à voter réceptionnées ce jour tient compte de toutes les préoccupations soulevées précédemment par les différentes parties prenantes au processus électoral dans la phase expérimentale de cet important outil de vote, a dit le rapporteur de la CENI. Par la même occasion, il confirme dans les prochains jours le début effectif d'une forte campagne de la sensibilisation de proximité sur la machine à voter telle qu'annoncée par le président de la CENI. L'objectif est celui d'atteindre tous les coins de la République démocratique du Congo avec cette machine à voter, une machine qui offre plusieurs avantages, notamment la réduction du temps du vote et la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale, sinon sa suppression, la réduction du coût global des élections, sans oublier le comptage de voix qui est à la fois manuel et électronique. La suite du journal avec vous, Anita Kangoudia, pour évoquer le début des audiences en appel dans l'affaire Jean-Pierre Bemba contre la procureure de la CPI et la visite du Premier ministre, ou du ministre, pardon, des droits humains aux cliniques universitaires de Kinshasa, comme nous l'annoncions
hier aux téléspectateurs. Tout à fait, Jean-Pierre. Les audiences en appel dans l'affaire Jean-Pierre Bemba contre le procureur de la Cour pénale internationale ont démarré ce matin pour une durée d'une semaine. Des audiences en rapport avec l'appel de Jean-Pierre Bemba sur sa première condamnation. Il sera question pour les juges d'entendre de nouveau les points de vue des parties prenantes au procès. Et au bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa, on explique que la Chambre d'appel a fixé ses audiences pour entendre les conclusions et les observations des parties en rapport avec les appels qui ont été interjetés. Et du côté de Jean-Pierre Bemba et de celui du bureau du procureur. On écoute Patrick Chiboui, chargé des sensibilisations de la CPI à Kinshasa, au micro de Tapi Lutunou et Jires Chimanga. C'est au regard de ces différents appels qui ont été interjetés que la Chambre d'appel a fixé ses audiences afin, comme je l'ai dit, d'entendre les conclusions et les observations des parties et des participants. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de ces audiences, la Chambre d'appel va délibérer et dans un délai raisonnable va rendre ses décisions. Et ces décisions de la Chambre d'appel, personne à ce stade ne connaît le contenu de ces décisions. Donc ça, ce n'est que du secret des juges de la Chambre d'appel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, le statut prévoit que la Chambre d'appel peut rendre différentes décisions. La Chambre d'appel peut confirmer, infirmer ou modifier une décision statuant sur la culpabilité ou sur l'innocence. Elle peut également confirmer, infirmer ou modifier une décision fixant la peine et les cas échéants, elle peut demander un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. Mais concernant cette affaire, nous devons tous attendre l'arrêt qui sera rendu par la Chambre d'appel. Ce n'est qu'une fois cet arrêt rendu que nous saurons le contenu de cet arrêt. Au mouvement des libérations du Congo, on espère tout simplement l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Le porte-parole adjoint du MLC y croit profondément. Il est au micro de Félix Ilunga, Nadine Maïfiloa et Théodore Chitoli. Les feuilletons Jean-Pierre Bemba continuent à la Cour pénale internationale. Après l'appel, les audiences ont repris ce mardi à La Haye. Au mouvement pour la libération du Congo à Kinshasa, l'on espère son acquittement pur et simple. Le porte-parole du MLC, Désiré Mbonzi Wambondi, pense que l'heure des vérités a sonné. Aujourd'hui, là, à la CPI, les pendules est remis à zéro. Donc, et le procureur, et les témoins, donc les victimes, ainsi que Jean-Pierre Bemba lui-même, tous partent à zéro aujourd'hui. Donc, pendant 7 jours, nous aurons à vivre ce passage de tous les 3 camps. Le parti croit au retour de son leader après cette étape. Et puisque nous y croyons, il reviendra sur la terre de ses ancêtres en homme libre, sans contrainte. Il rentrera dans son pays en toute souveraineté, en toute citoyenneté. Il n'y a pas de griefs ici. Les griefs à la CPI, s'il y a des griefs à la CPI, Seigneur, Dieu seul portera l'affaire. Jean-Pierre Bemba a été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité causés par sa milice en Centrafrique. Nous vous l'annoncions hier, la ministre des Droits humains était aux cliniques universitaires. Marie-Ange Mouchobekwa est allée rendre visite à Sarah Makaya, la jeune demoiselle qui a reçu une balle en pleine bouche le 31 décembre 2017 dans la municipalité de Lemba. Rachel Kitita et Doudou Kasouba. La ministre des Droits humains a été dépêchée par le Premier ministre aux cliniques universitaires de Kinshasa pour se rendre compte de l'évolution de Dorcas Makaya, internée depuis le 31 décembre 2017. Touchée par balle à la bouche, c'est au service de réanimation qu'elle est internée depuis ce même 31 dans l'après-midi. Ici, pas trop de monde, pas trop de caméras. Marie-Ange Mouchobekwa s'entretient très brièvement avec Dorcas Makaya. Un entretien plein d'émotions et d'affection. Elle se rappelle de tout comme si c'était hier, mais elle a perdu l'usage de sa bouche. Quand on lui pose la question, c'est par écrit qu'elle répond. Après cet entretien, Marie-Ange Mouchobekwa promet l'aide du gouvernement à la famille Elle a reçu une balle perdue, c'est dommage.
J'en suis vraiment désolée. Le gouvernement va faire le maximum pour venir en aide à mademoiselle Dorcas. À ce jour, elle a besoin d'une chirurgie faciale. L'état de Dorcas, 20 ans, a été stabilisé selon le médecin traitant. Nous l'avons pris en urgence qu'avec l'équipe de chirurgie, nous avons fait ce qu'on devait faire comme l'essentiel. Et c'est comme ça que nous l'avons quand même récupérée. Et au jour de ce jour, elle est quand même lucide. Mais si une petite qui nécessite vraiment une chirurgie, c'est une lourde chirurgie qui peut-être maxillofaciale après, ça sera peut-être une chirurgie esthétique. D'après certaines informations en notre possession, il pourrait être transporté en Afrique du Sud. Au Rwanda, le groupe de travail de l'ONU sur ce qu'ils appellent détention arbitraire condamne l'arrestation il y a 3 ans de 3 ressortissants rwandais, dont l'ancien chef de la garde présidentielle de Paul Kagame. Ils sont détenus arbitrairement, estiment les Nations Unies, dans un avis adopté en décembre dernier, avis qui demandait par la même occasion leur libération immédiate. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir et à demain.